à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. C'est Valérie Lécan, la directrice générale de Média Transport, présidente de l'UPE, l'Union de la publicité extérieure, qui sera l'invitée du grand entretien tout à l'heure, 26 minutes pour creuser les enjeux de l'affichage, de son rôle sociétal et de son bilan carbone. Mais d'abord, je reçois Claire Chadourne, la directrice RSE de Digital Realty, opérateur mondial de centres de données. On verra comment limiter la consommation d'eau et d'énergie de ces data centers. Dans notre rubrique Transitions urbaines, qui met à l'honneur chaque mois avec Alexandre Hervaux une entreprise et la ville qui l'accueille, on sera à Lyon pour découvrir Recyc Elite. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Arsène qui propose une alternative au café à base de pois chiches, chicorée et de lupin. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Claire Chadourne. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes enchantée, directrice RSE pour Digital Realty en France, en Italie et en Grèce. C'est l'un des plus grands opérateurs mondiaux de data centers, c'est ça? Oui, on fait partie des leaders mondiaux. Notre métier, c'est de construire, de concevoir et de gérer des bâtiments qui hébergent les infrastructures informatiques et télécoms de nos clients. Et parmi ces clients, il va y avoir effectivement les grands acteurs de la tech mondiale, des entreprises du CAC 40 par exemple, ou des entreprises plus locales, des startups, avec des services publics également. Donc voilà, on a un ça veut dire des centres de données un peu partout sur la planète aujourd'hui? Alors géographiquement, on est présent sur 50 villes, avec une présence forte en France, à Paris et Marseille. On a 17 data centers en France. Et pourquoi Paris et Marseille? Puisque Paris est un hub Internet mondial, quatrième hub Internet mondial. Marseille est 6e hub Internet mondial. On est le seul pays d'Europe à avoir 2 hubs internationaux d'échange de données. Donc c'est un avantage concurrentiel assez important. Mais avec une stratégie RSE que vous pilotez, comment c'est un secteur tech qui est évidemment à la fois énergivore et consommateur d'eau, donc comment vous pilotez, vous concevez cette stratégie RSE? Alors, il faut savoir que notre métier est un métier utile, puisque sans data center, il n'y a pas de vie numérique. Et notre économie dépend très fortement de cette numérisation. Donc, on a effectivement un rôle d'infrastructure, au même titre que des ponts, des autoroutes, aujourd'hui. Et effectivement, notre économie dépend énormément de cette infrastructure. Notre responsabilité, c'est de travailler une infrastructure la plus durable et responsable possible. Et vous l'avez nommé, il y a des gros chantiers sur lesquels nous sommes engagés de longue date, que sont effectivement la question énergétique, la question des consommations d'eau, même si je reviendrai très volontiers sur ce point, puisqu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, beaucoup d'idées, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et les enjeux carbone, la biodiversité, on a un panel assez large d'enjeux sur lesquels la société est engagée. Sur l'électricité, c'est quoi? C'est le besoin de refroidissement des centres de données qui explique la consommation d'électricité, c'est ça? Alors, il y a plusieurs aspects. Vous avez les machines informatiques, les machines des clients, qui sont consommatrices d'énergie, évidemment, les serveurs, par exemple. Et puis après, vous avez la consommation d'énergie qui est associée à l'infrastructure du data center. Et vous avez raison, un des postes clés, 40% de la consommation énergétique, est lié au refroidissement. Donc nous travaillons à réduire cet impact via un certain nombre d'innovations. Notamment à Marseille, nous avons développé une solution qui s'appelle le river cooling, qui permet d'emprunter une eau souterraine pour capter les frigories. On consomme pas l'eau. Pour les souffler en salle ensuite. Elle est remise dans... Elle est en circuit fermé. Elle est en circuit fermé, et donc, il n'y a pas de consommation d'eau associée à ces sites. Par exemple, sur les 4 sites que nous avons à Marseille, sur le port, nous avons une consommation de l'ordre de 50 habitants par an. Donc on n'est pas sur des chiffres qui sont importants. Et ça, il faut l'expliquer peut-être aux personnes qui écoutent cette émission. Ce sont des choix technologiques. On parle beaucoup des consommations d'eau aux États-Unis. Ce sont des sites ou des lieux où il y a eu des choix sur des consommations de refroidissement adiabatique, c'est-à-dire d'évaporation d'eau, qui sont extrêmement consommateurs d'eau. Ce ne sont pas des choix que font la majorité des data centers en France. Donc déjà déconstruire cet aspect-là. D'accord. Et puis après, je dirais que le meilleur kilowatt, c'est celui qui n'est pas consommé. Donc on est des experts de l'efficacité énergétique. C'est dans l'ADN de l'entreprise de longue date, avec des équipes qui sont dédiées. Et en fait, c'était
il n'y a pas de solution miracle. C'est une somme de bonnes pratiques pour réduire au maximum l'empreinte énergétique du bâtiment. Est-ce que ça veut dire, la réponse est dans la question d'une certaine façon, mais que vous construisez différemment des data centers, des centres de données aujourd'hui par rapport à il y a 15 ou 20 ans? C'est-à-dire même dans la conception même du bâtiment, ça a radicalement changé? Ça évolue très vite et particulièrement ces derniers temps. Alors, ne serait-ce que pour vous donner un exemple, il y a une quinzaine d'années, vous rentriez dans une salle, il faisait extrêmement froid, parce qu'on refroidissait l'ensemble de la salle. Aujourd'hui, on confine les machines clients au sein de call corridors, de couloirs froids, pour n'aller souffler le froid que au strict nécessaire. Et donc, mis avec un ensemble de bonnes pratiques, on arrive à réduire l'empreinte du bâtiment. On mesure cette empreinte via un indicateur qui s'appelle le PUE, Power Usage Effectiveness. Donc on calcule combien de kilowatts on prend à Enedis, combien on en restitue aux machines clients. Et donc en moyenne, vous avez des data centers en France qui sont autour de 1,5, 1,6. Donc j'ai 0,5 de consommation en termes d'infrastructure. Nos bâtiments sont autour de 1,2, 1,3. Donc on est particulièrement efficient. Et surtout, on a des obligations pour les plus anciens sites d'arriver à ces performances-là d'ici 2030. Donc on a des millions qui vont être investis pour mettre à jour les équipements et arriver à ces performances-là. Et si je peux me permettre, en termes d'évolution de design, l'IA nous impose quelques défis et nous avons dû requalifier en fait nos méthodologies de refroidissement. Aujourd'hui, on a une technologie qui s'appelle le Direct Liquid Cooling qui permet de ramener de l'eau auprès des puces parce qu'en fait, on a une densité tellement forte, il y a une chaleur plus forte qui se dégage et donc on a dû faire évoluer nos principes de refroidissement pour aller sur ces technologies avec des densités plus fortes et répondre aux défis de l'IA. Il y a un autre. Alors, on peut retourner la chaussette, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'un centre de données, un data center, ça produit aussi de la chaleur, ce qu'on appelle notamment la chaleur fatale. Donc, il y a une récupération de cette chaleur. Elle peut soit être utilisée en interne, soit être réintégrée au réseau, par exemple. C'est un des sujets clés pour le data center, qui n'est pas malheureusement si simple à mettre en œuvre, puisqu'on n'a pas forcément dans les territoires où les data centers sont positionnés des réseaux de chaleur à proximité. Et comme on n'est pas nous-mêmes opérateurs de réseaux de chaleur, donc on travaille avec les autorités compétentes localement pour identifier les possibilités de connexion à certains usages avec des réseaux à proximité, mais vous avez un équilibre technique et financier qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et surtout, vous devez positionner des équipements qui permettent de rehausser la chaleur, parce qu'en fait, la chaleur que l'on dégage n'est pas assez chaude pour les réseaux de chaleur. On est à 30 degrés à peu près quand il faut minimum 60 degrés. Donc, c'est pas si simple comme dossier. Cela dit, on est complètement investi. On a 7 dossiers en cours de récupération de chaleur. On doit en annoncer un dans les prochaines semaines avec des conventions aussi à venir. Donc on a bon espoir d'arriver à connecter, à récupérer ces calories pour des usages d'habitation, de bureaux. C'est tout à fait l'intention. Les centres de données, ils consomment aujourd'hui 2% de l'électricité en France. Ça pourrait doubler d'ici 2030. On voit bien qu'il y a des solutions que vous mettez en place pour limiter cet impact. Mais à côté de ça, vous parliez d'IA. C'est vrai que la croissance de l'intelligence artificielle, du cloud, on est vers une augmentation mécanique des besoins et donc de la consommation d'électricité. Donc, vous vous dites quoi? Que les efforts que vous faites là, ils vont être annihilés par la montée en puissance de l'IA? Ça doit être un peu désespérant, ça. Il y a une étude qui est sortie qui explique effectivement, donc c'est EY France Data Center, que 40% des charges informatiques d'ici 2030 pourraient être liées à l'IA. Donc c'est majeur, il faut qu'on s'y prépare. Notre métier, nous, c'est de fournir des capacités. Notre responsabilité, c'est de le faire avec des bonnes pratiques, avec un minimum d'impact. Mais aussi, notre conscience, c'est d'alerter sur les enjeux de l'IA et sur les usages de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il faut peut-être s'en servir là où on en a vraiment besoin, quoi. Voilà, la question c'est l'utilité de l'intelligence artificielle, des enjeux de sobriété, soyons clairs, aussi bien dans les services qui sont proposés que les utilisateurs. Je ne crois pas que les gens soient complètement conscients des impacts. Voilà, qu'une requête sur ChatGPT, c'est 10 fois plus d'électricité qu'une requête sur Google. Ces choses-là, il faut le communiquer. Donc c'est aussi notre poste d'observateur qui nous permet d'avoir ce rôle d'alerte. Mais plus que ça, je vous le dis, je vous le mentionnais, notre responsabilité, c'est d'aller chercher le minimum d'impact et de la contribution aussi au réseau électrique. Et donc, on travaille avec des certificats de garantie d'origine, des Power Purchase Agreements,
Donc on a financé 2 parcs éoliens dans les Hauts-de-France et en Bretagne pour une capacité de 24 mégawatts pour 15 ans. C'est des électrons verts qui n'auraient pas existé sur le réseau sans nous. On travaille aussi sur l'équilibrage énergétique horaire qui nous permet de faire matcher heure par heure en fait nos consommations avec les énergies renouvelables disponibles sur le réseau. Donc ça, c'est une innovation que l'on a lancée sur notre site Parrain. On travaille évidemment sur la récupération de chaleur pour être contributeur. Et demain, on réfléchit évidemment à des notions d'autoconsommation. Donc voilà, c'est un ensemble de pratiques qui font que on réduit l'impact, mais soyons clairs, il va falloir se poser les bonnes questions sur les usages aussi et sur l'impact de l'IA en général. Évidemment, évidemment. Et avec on va terminer là-dessus. Alors ça concerne sans doute pas l'Europe et les sites que vous pilotez en France, en Italie ou en Grèce, mais ce qui se passe à Washington en ce moment est quand même intéressant. C'est-à-dire c'est une des régions des États-Unis où il y a le plus de data centers et où les autorités de gestion de l'électricité sont finalement obligées de pratiquement restreindre l'accès à l'électricité pour les citoyens, les entreprises, pour que les data centers puissent tourner. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est dans une sorte d'arbitrage qui est compliqué. On n'en est pas là en France, en Europe? On n'en est pas du tout là. Aux États-Unis ou le cas d'Irlande qui est souvent nommé. En tout cas, pour les États-Unis, on parle de milliers de data centers sur le territoire. En Irlande également, il y a eu un gros déploiement en nombre de data centers. En France, on est à 360 à peu près aujourd'hui. Donc, on ne peut pas comparer les deux. On n'est pas du tout dans les mêmes dimensions. Après, évidemment, ça pose des questions de compétitivité, soyons clairs, d'où le sommet de l'IA avec les investissements massifs qui ont été mentionnés. Maintenant, effectivement, il faut le faire avec responsabilité, engagement et un peu de clairvoyance sur les défis qui sont face à nous en termes de ressources et de limites aussi planétaires. Merci beaucoup, Claire Chadourne, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Transition urbaine. Alexandre Herveau nous emmène à Lyon aujourd'hui. Transitions urbaines, c'est la rubrique qu'on vous propose chaque mois dans notre émission avec Alexandre Herveau. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. On se place dans la perspective des élections municipales. Le principe, la promesse, elle est toute simple. Une ville, une entreprise. Aujourd'hui, on part à Lyon avec Raouf Medimag. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président cofondateur de Recyc Elite, start-up de l'économie circulaire. L'idée, c'est de recycler par voie chimique tous les textiles à base de polyester. Ça commence en 2019, cette aventure, avec votre frère, je crois, Karim. Oui. C'est quoi la genèse, le point de départ de l'entreprise? La genèse, il y a un côté forcément toujours personnel quand on est deux frères qui lançons une affaire ensemble, c'est qui est derrière. On est tous les deux fils d'un chimiste, malheureusement parti trop tôt. On s'était promis lorsqu'on était jeunes de faire un projet à trois. Bon, on a tenu la promesse, Karim et moi. Donc, petite dédicace à notre papa. Après, nous, voilà, on a des parcours un peu similaires, mais différenciés, parce qu'on est tous les deux docteurs, Karim et moi. Moi, j'ai choisi la voie du paternel, donc j'ai été professeur. Donc la chimie. Voilà. Ouais. Professeur, chercheur. J'avais fait mes études en France, puis je suis revenu en Tunisie pour avoir mon poste de chercheur. Karim, lui, docteur aussi, mais il a choisi l'entrepreneuriat et donc il a intégré une entreprise qui l'a racheté après, qui est dans le domaine de l'analyse des gaz. Et après, moi de mon côté, il y a toujours cette envie de réaliser, de concrétiser quelque chose qui puisse apporter une solution concrète à la société. Et alors là, l'idée, c'est quoi, l'idée de Recyc Elite? L'idée de Recyc Elite, elle a commencé par un challenge aussi. Une fois, lorsque Karim était rentré en Tunisie, à la pollution plastique, ça touche tous les pays. Et donc effectivement, la Tunisie n'y échappe pas. Et donc, lui, comme il était actif aussi auprès des réseaux Accéléra et les pôles de compétitivité, il avait vu qu'il allait y avoir un gros problème à régler sur les plastiques, une question de souveraineté européenne, parce que la Chine avait dit, moi j'arrête de prendre les déchets de tout le monde. Oui, on n'est plus la poubelle du monde, absolument. On arrête. Et donc là, les pays européens se sont dit, ok, on a des problèmes là, parce que autant on sait recycler des bouteilles simples, monomatières, autant sur des plastiques colorés, complexes, etc., on ne sait pas faire. Là, du coup, on m'a dit, est-ce que tu peux réfléchir à un truc comme ça? Moi, c'était pas du tout mon domaine de recherche, c'était pas ça, ma chimie. Je faisais autre chose dans le biosourcé.
Donc c'est comme ça, chemin faisant, que j'ai commencé à regarder ce qui se faisait et je trouvais qu'il y avait toujours énergie, pression, dans tous les brevets. Et vous êtes orienté, alors déjà, on peut parler peut-être un tout petit peu, sans forcément rentrer trop dans les détails techniques évidemment, mais sur le procédé que vous mettez en place, qui est la dépolymérisation, si je ne m'abuse. Oui. Et puis, dans un même temps, on peut aussi parler du pivot que vous avez fait. Vous venez de parler du plastique, mais finalement, on vous reçoit aujourd'hui, votre domaine, c'est le textile. Absolument. Pourquoi j'ai tenu à parler de ça? Parce que justement, je tenais aussi à raconter l'histoire d'une start-up qui doit être toujours agile et savoir pivoter. On appelle ça un pivot stratégique. Ouais. Donc, bien entendu, on a commencé sur le plastique, on a commencé à revendiquer un procédé basse température, aux mêmes températures ambiantes, le tout premier brevet. À l'époque, l'énergie, c'était pas un sujet pour personne. Maintenant, c'est un sujet très, très différent. Ouais. Le positionnement sur le textile, il est venu par le fait que sur les projets plastiques, il y a eu beaucoup d'engagement de certains de nos concurrents avec des gros projets massifs en France. Elle a eu l'annonce de 3 projets au minimum, donc on s'est dit, de toute façon, on ne va pas aller pouvoir les concurrencer sur les gisements à l'époque. Et surtout, nous, on a un procédé assez sympathique et sobre dans les conditions. Est-ce qu'on peut se positionner sur d'autres gisements où il y a des vraies problématiques? Et les vraies problématiques, la première problématique, c'est ça. Ça, c'est un textile que tout le monde utilise tous les jours. C'est Mettez-le un peu plus haut, qu'on le voit bien. Ouais. C'est des plastiques, c'est des textiles à base de polyester et d'élastane. Ouais. Ça amène l'aspect un peu élastique et donc de confort pour le sport. Donc, ces textiles techniques sont très intéressants. Ils rendent un service, mais en fin de vie, il y a un problème parce que dès qu'on associe des fibres entre elles, il n'y a plus de recyclabilité. Et donc votre procédé, il permet de les réutiliser, de les séparer, de les... Alors absolument. Si on mettait ça dans un procédé classique où on chauffe beaucoup avec beaucoup de pression, on va déconstruire le polyester, mais également dégrader la deuxième matière. Ouais. Et ça ne fonctionne pas, personne n'en veut. Grâce à notre technologie, nous, on a montré que comme on est dans des conditions sobres, on est sélectif au polyester. Ça veut dire qu'on va déconstruire ce polyester, c'est comme, vous imaginez ça comme un collier de perles. Ouais. On va récupérer les perles sous forme de perles, on va les nettoyer, dépoussiérer, enlever les colorants. Et ces perles redeviennent donc des perles neuves, identiques aux vierges. On va reconstruire le plastique pour en refaire un fil. Ok. La deuxième matière, elle est là. Ça, c'est la deuxième matière. C'est ce que vous récupérez, ça. Ça, c'est l'élastane. Ok. Qui était là au début. Ok. Et donc on arrive à séparer tout en gardant l'intégrité de cette matière. Et là, on est assez unique là-dessus. Alors, le temps file, il faut qu'on aille un peu plus vite. Quelques chiffres clés sur votre entreprise. Donc, la date de création 2019, 20 collaborateurs, plus de 3 millions d'euros levés. Et cette information intéressante, c'est l'entrée de Decathlon au capital en 2024. Alors, qu'est-ce que ça représente pour une start-up comme la vôtre qu'un géant comme Decathlon intègre le capital? Tout d'abord, ça nous consolide, ça nous redonne plus confiance en nous parce qu'il y a une crédibilité quand un grand groupe comme Decathlon croit en votre solution, ça vous pousse. Donc ça, c'est un levier extraordinaire. Un deuxième levier que nous apporte Decathlon, c'est que Decathlon est vraiment intégré dans la chaîne de valeur et maîtrise la chaîne de valeur du textile qui est très complexe, il faut le savoir. Nous, on apporterait une solution pour Decathlon sur des textiles complexes, parce que ça, c'est du sportswear, et donc Decathlon, on met beaucoup sur le marché. Donc, il y a une promesse derrière que quand on industrialisera notre procédé, on leur fournira en des matières recyclées, ce qui fait partie de leur engagement de décarbonation. Nous, de l'autre côté, on travaille avec eux aussi pour mieux comprendre, pour mieux construire, et puis mieux appréhender aussi, mieux comprendre cette chaîne de valeur. Donc c'est un partenariat, bien sûr, gagnant-gagnant, et nous, on y gagne beaucoup. Alors, on l'a dit, vous êtes basé à Lyon, vous représentez un peu la métropole, on peut peut-être donner quelques chiffres clés. Cette métropole de Lyon, c'est 1,4 million d'habitants sur 58 communes. Le maire de Lyon, c'est Grégory Doucet, parti écologiste. On parle de la deuxième métropole économique de France, qui accueille près de 190 000 étudiants chaque année, donc un réservoir assez important de talents, notamment dans les matières qui vous sont chères, l'ingénierie, la chimie. On parle de la Chimie Vallée, c'est le premier pôle de chimie et matériaux en France. Aujourd'hui, Recycalite, vous êtes basé justement, vous bénéficiez finalement de cette émulation locale, puisque vous êtes basé sur le site qui s'appelle USIN, USIN Lyon-Paris. C'est un site industriel
un peu totem de la métropole. Est-ce que vous pouvez nous en parler et qu'est-ce que ça change pour une entreprise comme vous? Alors, à double titre, nous, lorsqu'on a entamé notre levée de fonds, on a pu bénéficier du fonds FAIM, c'est le Fonds d'amorçage industriel métropolitain. Moi, j'estime que c'est un fonds très ambitieux qui a été monté par justement la métropole de Lyon et de Saint-Étienne. Ils ont voulu réindustrialiser la métropole avec des projets green, donc des projets verts. Ce véhicule FAIM est piloté par le fonds d'investissement Déméter, qui donc s'est positionné avec d'autres fonds, je dois les citer pour les remercier aussi, UI Investissement, France 2030 et Crédit Agricole Création. Mais pour revenir à FAIM, ce fonds-là a vocation à amorcer et à aider des startups comme les nôtres à s'industrialiser. De l'autre côté, Métropole de Lyon a repris le site usine Paris, c'était une ancienne usine de Bosch, et elle a repris ce foncier-là pour créer un village pour accueillir justement ces startups green. Donc à double titre, nous on bénéficie du soutien de la startup de la métropole pour nous installer, mais également sur la partie aussi financière pour créer de l'emploi. Et voilà, aujourd'hui, on a réussi à... Et vous n'êtes pas seul sur ce créneau. L'écosystème lyonnais, en fait, comment vous le qualifieriez en termes d'innovation, que ce soit industrielle, environnementale? Notre positionnement aujourd'hui, en tout cas, sur la phase d'innovation et de scale-up est très important qu'il soit situé là, parce qu'on est dans l'écosystème aussi académique très intéressant. On collabore avec l'Université Claude Bernard, avec l'INSA, avec l'IMP Lyon. On a un vivier 190 000 étudiants, ce que disait, on a un vivier extraordinaire, l'ITEC, les ingénieurs textiles, donc c'est extraordinaire. On est aussi dans la vallée de la chimie. Bon, maintenant, la chimie, comme vous le savez sûrement, elle est en train de passer par une zone de turbulence, donc on en parlait tout à l'heure un peu, il faut essayer de transformer, en tout cas à notre sens, certaines menaces en opportunités. Aujourd'hui, les enjeux majeurs en France et en Europe, c'est les coûts de l'énergie. Et ben nous estimons que venir avec des procédés sobres, bas en conso d'énergie, c'est un levier qui serait intéressant d'activer et de mobiliser. Et alors, si on continue de parler, on va se garder du temps pour parler peut-être de la filière de récupération des textiles pour terminer. Mais bon, alors il y a tout ce qui marche dans la métropole lyonnaise. Qu'est-ce que vous voudriez voir améliorer? De quoi vous avez besoin comme jeune chef d'entreprise? Donc la métropole de Lyon, elle est aussi ancrée au niveau de la région. Donc je pense que quand on passera, et on est en train de le faire à l'échelle de l'industrialisation, on aura besoin aussi du soutien de la région, parce que les financements et les fonds et les poches d'investissement, ils sont aussi pilotés par la région. Donc on a besoin aussi de cette ouverture. Et donc on a, grâce à l'événement d'inauguration, on a pu aussi inviter... Vous avez inauguré un démonstrateur pré-industriel, c'est ça, il y a quelques semaines. Voilà, absolument. Et donc, il y a pour nous, c'est quoi? C'est de chercher du foncier pour pouvoir nous implanter, du financement, bien évidemment, c'est le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, le financement, il est quand même dur à aller chercher, vu les collectivités. Voilà. Et puis surtout, mais ça, c'est à l'échelle vraiment nationale. Nous, on s'est mis en partenariat avec des collecteurs trieurs qui aujourd'hui ont pris le pari d'investir sur des outils de tri automatisés. Comme on fait pour le plastique, aujourd'hui on commence à le faire pour des textiles. Donc la métropole aussi, elle soutient ça c'est très bien. Et donc cette connexion, ce que je vous essaie de montrer, c'est on ne crée pas une boucle, mais autant de boucles que de matières qu'on crée. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et on essaie aussi de trouver de la circularité sur des matières qu'on peut faire à l'échelle vraiment franco-française ou européenne. Donc ce soutien aussi de mise en relation et de logistique est quelque chose de très important. Je crois que vous vous êtes mis récemment autour de la table avec à la fois vos partenaires et vos concurrents, à l'initiative entre autres du ministère de la Transition, parce que justement ce secteur-là de la collecte, ce qu'on appelle le ReFashion, traverse un peu des turbulences. Absolument. Donc l'éco-organisme ReFashion qui œuvre depuis 2008 à trouver une solution pour nos textiles en fin de vie. Aujourd'hui, le modèle, il ne fonctionne plus. En tout cas, comme il est à date aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Donc, ReFashion doit trouver une nouvelle manière de déployer son mécanisme de soutien. Donc, il y a une phase où on est en train de réécrire l'agrément. Le ministre de la Transition écologique, en le remerciant, il nous a invités tous pour nous asseoir autour de la table et il nous a demandé de formuler une réponse à cette première proposition d'agrément. Donc on s'est mis autour de la table avec ReFashion, à l'initiative de ReFashion, que je remercie au passage. C'est des sujets
très très chaud parce on discute, on se dit les choses, on n'est pas d'accord, on est d'accord. Il y a des acteurs dont les intérêts ne sont pas forcément toujours convergents, mais on arrive quand même à s'asseoir autour de la table et discuter. Ça, c'est très très intéressant et très structurant. Et donc, on espère que en janvier 2026, l'agrément de Refashion qui est reconduit pour 4 ans va être repensé pour repenser la nouvelle manière de soutenir des exutoires, donc des projets industriels comme les nôtres, selon un mécanisme qui est en cours de discussion En aujourd'hui. cours de discussion. Merci beaucoup, Raouf Medimag, et pour bon l'invitation. vent à Recycle Elite. Merci beaucoup, Alexandre. Mais de rien. À bientôt. Une Oui. prochaine ville, on sait où on va? Oui, on sait où on va. On va aller prendre le bon air marin de mes terres natales de Charente-Maritime. Ah bah génial. Voilà, Rochelle. Charente-Maritime à La Rochelle. Bon retour à Lyon et à très bientôt. On passe à notre rubrique Prêt pour l'impact. C'est le grand entretien de notre émission. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Valérie Descamps. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de Média Transport, présidente de l'UPE, c'est l'Union de la publicité extérieure. On va donc beaucoup parler d'affichage dans ce grand entretien. Le mot impact, déjà pour commencer, quel sens vous lui donnez dans votre métier, dans vos activités? Contribution. Oui. Pour nous, c'est vraiment le sens de la contribution à l'intérêt général, à l'économie française. On a eu l'occasion de le démontrer dans 2 études en fait qu'on a menées avec KPMG. Une récente d'ailleurs sur la contribution justement financière à l'économie française. Il faut savoir que la publicité extérieure, donc c'est 1,5 milliard à peu près de chiffre d'affaires par an, à peu près 15 000 emplois directs et indirects. Et c'est surtout le seul média qui dépend du Code de l'environnement et donc, de fait, n'a aucune subvention, ne profite d'aucune subvention à l'inverse des autres médias. Et non seulement on n'a pas de subvention, mais en plus on contribue fortement puisque 68% de nos chiffres d'affaires sont reversés à l'économie Sont française. redistribués à l'économie française. Mais alors, sous quelle forme? Des services, des redevances, Alors, des loyers? C'est quoi? Vous savez, évidemment, comme membre, le leader mondial, le groupe Deco, Média Transport, donc l'entreprise que je représente, qui est la 2e régie en France, le groupe Cities Média et le groupe Phoenix et beaucoup d'autres opérateurs en région. La contribution de nous tous, c'est une redevance forte. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1 milliard d'euros qu'on a reversé ces 2 dernières années, plus des investissements pour les collectivités. Si on prend Deco, par exemple, ce qui est connu, c'est les abribus, qui sont vraiment, c'est de l'intérêt général, on rend service aux gens. Nous, dans l'environnement des transports, on contribue fortement avec la redevance financière qu'on verse, soit à la rénovation des gares et des stations, ou soit même au renouvellement partiel des bus électriques. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est le média qui incarne le plus l'impact justement à sa société, à son environnement. Ouais. Et puis il y a le message, l'affichage, la publicité extérieure, elle impacte nos vies par les messages qu'elle nous transmet. C'est quand même une responsabilité importante. Ça, absolument. C'est vrai que c'est un média extrêmement puissant partout. Effectivement, on a une vraie responsabilité parce que c'est des millions d'individus aujourd'hui qui nous regardent. Il faut savoir, je m'adresse à l'homme de télévision, mais c'est vrai que l'affichage aujourd'hui, la publicité extérieure est plus puissante que la télévision. Parce que, en nombre de personnes touchées? En nombre d'individus chaque jour. Et du coup, effectivement, ça nous donne une responsabilité énorme sur les messages. Nous, on est très strict. On travaille beaucoup étroitement avec l'ARPP, qui est l'ancien BVP, l'autorité de la régulation publicitaire, et donc qui nous oblige à avoir une modération très stricte sur les visuels. Alors, avec un niveau basique qui est, par exemple, est-ce que toutes les mentions obligatoires, sanitaires, par exemple, sont bien respectées? Ça, c'est le niveau facile. Et après, on arrive sur des considérations parfois plus compliquées, parce qu'elles ont affaire soit à des questions politiques, religieuses ou de mœurs. Et on essaie, justement, de rester un média extrêmement neutre, et responsable aussi de ce point de vue-là. On y reviendra là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment un chapitre intéressant, mais je voudrais bien qu'on prenne quelques minutes pour s'intéresser à vous, à votre parcours dans les médias et la publicité.
Je crois que vous aimez oser, vous aimez prendre des risques, ça fait partie de l'ADN de Valérie Descamps. Oui, oui, c'est vrai que en fait, je me pose pas trop de questions. Quand je suis convaincue par quelque chose, je vois pas forcément le risque. J'ai plutôt l'envie de le faire, l'envie d'y aller. Ça marche pas toujours, mais on n'en meurt pas. Donc, non, mais c'est ça qu'il faut retenir. Alors, c'est vrai que, d'ailleurs, je vais prendre l'exemple qui n'a pas forcément été le meilleur pour moi, quoique, d'un point de vue personnel et intellectuel, sans doute l'expérience la plus riche, quand j'ai repris la Tribune avec Alain Veil, où ça a été compliqué, très compliqué. Et je me souviens, à l'époque, feu Éric Israélitch, qui était le patron des rédactions, c'était le 15 septembre 2008, si vous vous souvenez de cette date, la faillite de Lehman Brothers. Et on avait fait une tribune. Et si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters, est-ce qu'on aurait la même chose? Et en fait, l'idée derrière, c'était cette idée du risque. Ouais. Est-ce que le risque est un attribut masculin, féminin? Tiens, c'est une de vos citations, pardon, je vais vous laisser conclure. Après, dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui ont vu en moi une propension à oser, mais je crois malheureusement que ce goût du risque est culturellement encore trop masculin. Ouais, Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est vrai, malheureusement. C'est la réalité encore aujourd'hui. Oui, parce que quand vous voyez, par exemple, ne serait-ce que sur tout ce qui est entrepreneuriat, c'est intéressant de parler avec des fonds d'investissement. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler beaucoup avec eux. En fait, un dossier présenté, préparé par une femme n'est pas le même que celui par un homme, au sens où elle va demander beaucoup moins d'argent, parce qu'elle va être beaucoup plus prudente. Elle va être dans une approche pragmatique et elle va pas forcément oser dire assez rapidement il faut que je lève 20, 40, 50, 100 millions, ce qui n'est pas un problème, qui est moins un problème chez les hommes. Donc oui, malheureusement, ça continue. Oui, alors donc il y a un peu d'autocensure et puis il y a aussi des investisseurs qui sont souvent majoritairement masculins et qui vont peut-être, on le voit, quand c'est deux femmes qui viennent présenter un projet de start-up, elles vont lever moins d'argent que quand c'est une femme et un homme ou quand c'est un homme seul ou deux hommes. C'est vrai, même si je trouve quand même que les choses ont bien évolué quand même, il faut quand même reconnaître ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore certains secteurs, et la finance en particulier, c'est encore très, très masculin. Donc ceci explique peut-être cela, mais le risque doit plutôt être vu comme c'est très banal ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai, ça doit plutôt être vu et vécu comme une opportunité. On est bien d'accord. La publicité extérieure représente aujourd'hui, c'est autour de 5% du marché publicitaire français. Ouais. C'est un grand média historique qui va bien, on peut dire ça comme ça, peut-être parce qu'il est moins impacté par le changement des usages, la numérisation, etc. Tout à fait. Etc. Alors, on a l'habitude de dire, quand on parle de notre média, publicité extérieure, c'est le plus petit des grands médias. Ouais. C'est de moins en moins vrai. Parce qu'en termes de part de marché, justement, celui qui résiste le mieux au tsunami, on peut dire ça, du digital, c'est précisément la publicité extérieure, la radio aussi. Il faut reconnaître, elle résiste plutôt pas mal. Ouais. Mais la publicité extérieure, vraiment, fait preuve de véritable résilience. Pourquoi ? Déjà parce que c'est un marché qui n'est pas trop fragmenté. Finalement, on n'est pas très nombreux. Ouais. Et ça, c'est important parce que... ça permet d'avoir des acteurs puissants. Exactement. Et c'est important aujourd'hui d'avoir des acteurs puissants face aux géants qui sont face à nous. Et puis, je pense aussi que nous, on apporte aujourd'hui une véritable alternative au online. C'est-à-dire, on est tous... l'alternative aux médias digitaux, aux réseaux sociaux, etc. Mais une fois qu'on n'est plus là-dessus, on regarde son environnement, et l'environnement, c'est nous. On est dans la rue, on est dans les transports, on est dans les centres commerciaux. Et donc, on est... je pense, et je ne suis pas seule à le dire, le prochain grand mass média. On voit que la télé linéaire s'érode structurellement et c'est pas terminé. Et c'est pour ça qu'elle se réinvente par ailleurs, sur de la télé segmentée entre autres, mais pas que. Mais bon, pour l'instant, le gros de l'audience des groupes télé, ça reste quand même la télé linéaire. Là, on voit que ça baisse de façon extrêmement rapide, c'est en train de s'accélérer. Sur le online, on touche tout le monde, c'est vrai, les jeunes, mais pas que. Et finalement, en dehors de ces plateformes online,
pour aller toucher dans la vraie vie, dans le réel, dans le offline, des cibles actives, jeunes, urbaines, en réalité, il n'y a que nous. Il n'y a que nous. En extérieur, la presse, malheureusement, pour avoir travaillé des années, elle est aussi sur une tendance d'érosion forte. Donc, je pense que c'est ça qui fait qu'on résiste plutôt bien, c'est qu'il y a une très bonne complémentarité, en fait, entre l'usage aujourd'hui extrêmement important sur les devices, sur le online, et le rapport à la vraie vie dans son environnement physique extérieur. Mais alors, il y a quand même... c'est un média qui évolue, qui innove, il y a un affichage numérique aussi qui se développe et qui est en train de transformer peut-être à la fois la créativité, l'efficacité de l'affichage extérieur. Vous avez parfaitement raison. C'est vrai que le vrai driver de notre croissance ces dernières années, c'est le numérique. Alors, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous le DOH, Digital Out of Home, c'est tout simplement un écran numérique qui diffuse en boucle des messages publicitaires à peu près de 10 secondes, sans son. En général, on est dans des environnements qui l'interdisent. Où c'est pas pertinent. Et c'est vrai que, en fait, si vous voulez, au-delà de cette digitalisation de nos écrans, on les a surtout rendus plus intelligents. Et donc, on a aujourd'hui la capacité à faire des communications sur nos supports avec des agrégats de performance qu'on n'avait pas avant. Si je prends le cas, par exemple, de Médiatransport, que je connais bien, aujourd'hui, on est capable de calculer l'audience à la demi-heure par station de métro ou par grande gare partout en France. Comment vous faites ? Tout simplement avec des collecteurs qui sont installés sur l'ensemble de nos emplacements publicitaires. Du reste, le groupe de co-cities ont chacun leur solution. C'est quoi un collecteur ? C'est un collecteur de data, donc en fait, qui marche. Calcule le nombre de personnes qui passent devant un écran, c'est ça ? Absolument. Alors, je vous rassure, tout est RGPD. Tout est évidemment CNIL compatible, sinon on ne pourrait pas le faire, notamment dans les environnements publics. Autant vous dire que c'est extrêmement contrôlé et c'est tant mieux. Et oui, en fait, il détecte votre adresse MAC et on est capable, je ne sais pas que vous êtes Thomas Hugues, mais je sais que vous êtes entré à la station Charles de Gaulle Étoile, vous avez pris votre correspondance ligne 6 et que vous êtes sorti à la station Nation. Donc on arrive comme ça à reconstituer des parcours, des profils aussi. Et ça, c'est la vraie révolution de l'affichage. L'affichage, c'est longtemps vendu à la face. Aujourd'hui, on est capable de qualifier des cibles et des véritables réseaux. Et c'est une vraie révolution pour nous. On y reviendra dans un instant, parce que c'est la question que le DG d'Ecosem, qui était à votre place la semaine dernière, vous pose sur la personnalisation, jusqu'où on peut aller dans la personnalisation. Mais en vous entendant décrire finalement cette évolution de l'affichage, évidemment, c'est de la vidéo, donc c'est de l'électricité, c'est des données, c'est des data centers, etc. Comment vous conciliez cette révolution technologique et l'impact carbone de votre métier ? Alors, c'est vrai que c'est totalement contre-intuitif. Mais la digitalisation de nos inventaires nous a permis de diminuer tous nos émissions carbone et conso électrique. Comment c'est possible, ça ? Je ne comprends pas. Tout simplement parce que quand vous avez un écran numérique qui est capable justement de cibler précisément, alors le lieu on l'a nativement, c'est la force de l'affichage, c'est tout ce qu'on cherche sur le online aujourd'hui, c'est de la géolocalisation parce que c'est la mobilité. Nous on a ça nativement. Bon, donc en fonction du lieu de votre emplacement publicitaire, comme je viens de vous l'expliquer, en fonction des heures, on va savoir cibler. Ça nous permet de vendre plus cher. C'est quand vous avez une cible parfaitement ciblée, elle vaut plus cher qu'une cible pas ciblée. Ça, c'est basique en termes de marketing. Et donc, du coup, comme il nous permet de faire beaucoup plus de revenus, on n'est pas obligé d'avoir autant d'emplacements publicitaires. Donc, en fait, l'installation des écrans numériques nous permet de dédensifier fortement le nombre d'emplacements publicitaires. Ok, donc il y aura moins de panneaux d'affichage dans nos villes parce qu'on aura plus d'écrans numériques, si je comprends bien. Hein. Dans les gares, en France, nous avions auparavant à peu près 12 000 emplacements publicitaires. Papier, en grande majorité, rétroéclairé ou collé. Bon, tout ça, ça a une empreinte carbone aussi. Bien sûr, le papier, bon, c'est pas neutre. Aujourd'hui, il y a 3 000 écrans numériques. On a tout enlevé. Donc en fait, le fait de diviser par 4
le nombre de mobiliers. Ce ne sont pas des usages qui s'empilent, parce que c'est souvent ça, hein, Non. on se rend compte de ça. Ah ben non, non, À chaque parce fois que qu'il y a un nouvel usage, en fait, on dit Non. « Ah mais oui, c'est super, il va remplacer le précédent », Non. sauf qu'il non, il s'empile, quoi. non. Alors après, il y a des environnements où on peut tout digitaliser, d'autres où c'est Oui. moins possible. Mais en fait, ça nous permet de faire plus de croissance Ok. avec moins de conso électrique et d'émissions CO2. Et c'est prouvé. D'ailleurs, l'UPE a été le premier média en 2022 à déposer son contrat climat et s'est engagé tout de suite à avoir des baisses de ses trajectoires carbone et électricité qu'on a déjà dépassées. On avait dit base 2019, on va réduire de 20% nos émissions carbone à horizon 2025. On est déjà à moins 25%. D'accord. Par rapport à L'année dernière, en 2019, 2024, par rapport à 2019, et on a l'objectif de les réduire de 48% à horizon 2030. Et la digitalisation, la numérisation, en grande Oui. partie permet ça. Oui, parce D'accord. que encore une fois, elle Ouais, nous j'ai bien permet compris. de dédensifier. D'accord. Ce qui est aussi une demande, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, on dépend du code de l'environnement. Donc on a aussi une responsabilité par rapport à notre emplacement dans l'environnement, dans le paysage. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on préfère largement en avoir moins, mais qui soit beaucoup mieux placé et plus efficace. Bon, alors on en vient donc effectivement à cette personnalisation de la publicité. C'est la question donc, que Conor O'Ryan, qui est le DG d'Ecosem, a voulu vous poser la semaine dernière. On l'écoute. Bonjour Valérie, j'espère que votre interview s'est bien passée. J'avais une question pour vous par rapport à la publicité. Est-ce que vous voyez un futur où la publicité à l'extérieur s'adaptera à la personne qui la regarde? Et si oui, dans quel délai? Merci. Alors, on est un peu encore dans un film de science-fiction, mais pas tant que ça. Minority Report, Ben oui, c'est ça. C'est le film de Spielberg auquel on pense tout de suite. En fait, c'est possible aujourd'hui. La technologie, elle existe déjà depuis un moment. On est capable aujourd'hui d'avoir justement des collecteurs qui font du profiling en fonction de votre visage. Et je vais être capable de dire, vous êtes un homme, vous êtes entre 35 et 50 ans. C'est gentil, vous m'avez rajeuni. Je vais avoir pas mal d'informations comme ça, mais automatisées. Et donc, qui vont me permettre en plus de pouvoir vous adresser un message, comme on le voit dans Minority Report, quand vous rentrez dans le magasin de chaussures et qui vous dit « Bonjour Thomas, vos chaussures sont arrivées ». Bon, c'est possible. Par contre, ça ne l'est pas d'un point de vue RGPD. Donc le règlement général de la protection des données dit on ne peut pas faire ça. Non. Alors peut-être heureusement d'ailleurs. Hein. C'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'il faut savoir garder quand même une maîtrise pour que cette publicité ne devienne pas trop invasive. Je pense que c'est ça qu'il faut trouver en fait. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre l'efficacité et en même temps ne pas être intrusif, ne pas être invasif par rapport aux clients. Donc, la question, elle est intéressante, hein, parce qu'encore une fois, de toute façon, aujourd'hui, la techno, elle est déjà sans limite. On peut déjà tout faire. À la fois passionnante, et pardon de vous interrompre, mais à la fois passionnante et quand même un peu inquiétante, parce que ce que vous décrivez, c'est du traçage permanent, hein, en fait. Alors dans un pays démocratique, avec un règlement qui a ses contraintes, mais qui existe, il y a des limites, mais dans un pays dictatorial, ça veut dire que... la plupart du temps, d'ailleurs, dans les pays dictatoriaux, vous avez un contrôle permanent des individus. Alors, bien sûr que ça fait peur. Peut-être que pour certains sujets, tout ce qui concerne la protection, la sécurité des gens, c'est important. Mais pour d'autres, je pense qu'il faut effectivement se réserver et rester quand même très respectueux, justement, de toutes ces règles. Mais on pourrait l'assouplir, ce RGPD, notamment dans le domaine de la publicité, pour parler de ce que vous connaissez. Oui, en l'occurrence, avec ce qui se fait déjà un petit peu dès l'instant où on est en opt-in, c'est-à-dire on demande le consentement actif à un individu qui est donc d'accord pour recevoir des publicités de tiers ou des partenaires, ce qu'on a tous aujourd'hui déjà sur Internet, vous dites refuser partiellement ou accepter tout. On pourrait tout à fait l'imaginer demain sur nos devices dans le transport, mais mon avis sur le sujet, c'est que s'agissant de notre média, ce serait une bêtise.
parce que je vous ai dit tout à l'heure, la force qu'on a et l'avenir qu'on a, c'est de devenir le grand mass média. Donc mass média, c'est cette capacité à toucher des millions d'individus en même temps. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Ce serait un peu l'antithèse. Donc, nous, on part du principe que finalement, cette techno, elle existe aujourd'hui sur le online, sur le web mobile, sur le web tout court. On est dans cette complémentarité. Et de toute façon, d'un point de vue général, je pense que d'un point de vue vie privée, c'est pas plus mal qu'on en reste là aujourd'hui. Ouais. Alors, on parlait de l'impact sociétal, du contrôle qui peut être réalisé sur le contenu d'un affichage et d'une publicité. Il y a eu une polémique récente sur cette publicité qui vante l'adultère en disant qu'un amant, c'est mieux qu'un antidépresseur et que ça ne creuse pas le déficit de la sécurité sociale. Bon, c'est fait pour choquer, c'est fait pour qu'on en parle. Bravo, c'est réussi, je suis en train d'en parler. Est-ce que c'est un message qu'on veut voir s'afficher dans le métro ? Écoutez, vous avez dû être confronté à cette question-là. Oui, parce que c'est sur nos réseaux et on est en plein débat là-dessus. Écoutez, je pense qu'on a une responsabilité en tant que diffuseur de s'assurer encore une fois que les règles, la réglementation, les lois en vigueur, etc. soient respectées. Je pense qu'il ne faut pas oublier le sens de l'humour. Cette campagne, elle peut choquer, certes, mais elle est drôle. Bon, alors après, l'humour, vous allez me dire, c'est quelque chose de tout à fait discutable. Nous, effectivement, on a reçu pas mal de messages en disant « Mais comment vous pouvez diffuser une campagne pareille? Comment vous pouvez comparer ça à des... » Bon, nous, écoutez, on essaye Je vais être très honnête, moi, elle m'a fait marrer. Mais, voilà, il ne faut pas qu'on tombe non plus dans un côté trop régressif. C'est un peu ce qu'on constate en ce moment. Alors, c'était pour ça que je voulais aussi venir sur ce terrain, parce que d'abord, comment vous choisissez? C'est très personnel, vous le disiez à l'instant, l'humour, le niveau. Voilà, à quel moment on se dit, bah ça, non, il ne faut pas le faire. Et donc, on le censure, parce que c'est un acte de censure, ou alors au contraire, on se dit, c'est un peu limite, mais on peut oser. Alors, en fait, c'est pas du tout personnel. D'accord. Pas du tout. Au contraire, ça répond vraiment à des critères très précis. C'est-à-dire que nous, on part sur est-ce que les mentions obligatoires sont là? Oui, non. Elles sont là. OK. Est-ce que le message n'a pas, par exemple, si on reste sur le sujet environnemental, quand nous, on a signé une charte là-dessus, pour que justement les allégations environnementales ne soient pas disproportionnées. Dès qu'on voit, pour n'importe quel produit, je vais reprendre une vieille phrase de Coluche, je lave plus blanc que blanc, ça passe pas. D'accord. Ça passe pas. Okay. Ensuite, tout ce qui va être trait à l'humour, dès l'instant où ce n'est pas diffamatoire ou comparatif ou je ne sais quoi, voilà, on prend. La société, elle évolue. Il y a des publicités qu'on ne peut plus diffuser et qu'on diffusait il y a 30 ans. Et oui, et je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. Moi, je trouve ça extrêmement triste parce qu'on a énormément perdu d'un point de vue liberté. Liberté individuelle, ça c'est clair. Mais même liberté collective. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est grâce ou à cause des plateformes qui, en fait, ça a toujours existé, je suis d'accord, pas d'accord, je suis choqué, pas choqué, sauf qu'aujourd'hui, sur les plateformes sociales, on a une telle répercussion, et malheureusement, on a telle communauté aujourd'hui qui sont radicalement opposées, qu'on n'arrivera jamais à faire l'unanimité. Donc nous, on est obligé de passer au-dessus et d'avoir des réflexes juridiques, réglementaires, déontologiques, plutôt que des avis personnels, et régulièrement les critiquer. Mais juridiquement, parce que ça nous arrive d'aller jusque-là, juridiquement, on nous donne raison. Donc, Glidden, certains jugeront que c'est de mauvais goût. Peut-être, moi, comme vous, ça m'a fait marrer et on n'a pas vu véritablement de problème. Chine, c'est encore un autre exemple. Chine, on n'a aucune raison juridique aujourd'hui de refuser Chine. Mais quand vous voyez que le gouvernement lui-même prend la parole, et puis en plus, avec ce qui s'est passé, ce qu'on a découvert sur les plateformes, là, tout de suite, du coup, on n'a pas voulu diffuser. Vous voyez, donc il y a une idée de contexte aussi qui doit beaucoup nous influencer. Ça veut dire refuser un budget important aussi. Oui. Mais oui. Et dans les temps difficiles du moment, ça ne nous fait pas dévier. Il faut qu'on
on a une vraie responsabilité. Et on ne peut pas jouer avec ça. Je voudrais qu'on parle de l'intelligence artificielle. Vous dites l'IA, c'est un outil, ce n'est pas un remplaçant. La créativité restera humaine. Oui. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais quel rôle l'IA prend, quelle place l'intelligence artificielle prend déjà dans votre métier, dans vos métiers? Alors, dans les métiers de la communication, là, je vais élargir un peu plus que la publicité extérieure. Ça prend évidemment une place aujourd'hui dans tout ce qui est production des messages. Quand vous avez des agences de communication, vous avez des équipes qui sont là pour réfléchir, pour les directeurs de création, les directeurs artistiques, ceux-là, ce sont les plus grands assets des agences parce que c'est eux qui ont l'idée. Et l'idée, je ne pense pas que l'IA demain est prête à nous en inventer. C'est ça le truc, c'est qu'il faut inventer à chaque fois des idées. Donc cette partie-là n'est pas, à mon sens, n'est pas inquiétée. En revanche, pour réaliser l'idée, pour la mettre en scène, pour en faire un film... Si on parle de films publicitaires, par exemple, il y a des films 100% IA qui sont sortis aujourd'hui. Donc, il y a des dizaines de personnes qui n'ont pas travaillé. Quoi. Oui. Et ça, c'est une réalité et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, là, pour le coup, une vraie inquiétude parce que, effectivement, on a une productivité. Et aujourd'hui, on le voit. Enfin, c'est impressionnant. Les progrès de l'IA, d'un point de vue image vidéo, c'est hallucinant. On n'arrive plus à faire la différence déjà. Donc là, évidemment, il va se passer quelque chose. Alors, il faut, comme toujours, il faut se réinventer et trouver quels seront les leviers et les différenciants avec l'IA. Moi, je pense effectivement qu'il faut plutôt prendre l'IA comme une alliée tout en gardant la maîtrise. C'est ça le sujet, en fait. Les technos, c'est toujours le même sujet. C'est génial, ça nous fait gagner du temps, ça peut même nous rendre plus intelligents. Mais il faut en garder la maîtrise. Et je pense que c'est le grand risque qu'on peut avoir avec l'IA. D'ailleurs, la plupart des grands patrons le disent eux-mêmes. Il faut quand même rester vigilant sur ce point. Merci beaucoup, Valérie Descamps, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up et Innovation. Smart Ideas avec Maïane Dautré, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice d'Arsène, l'une des entreprises lauréates du concours Move with Manutan, j'y arrive. Vous l'avez créé il y a 1 an avec Apolline Correa-Lopez et Margot Laval. Et avec quelle idée? Pourquoi vous avez créé Arsène? En fait, nous, on s'est dit, on veut faire un produit qui touche beaucoup de monde. Donc, on s'est intéressé aux produits les plus consommés en France. On est rapidement arrivé sur le café et on a vu les problématiques qui pouvaient être associées. Globalement, c'est santé, ça, tout le monde le sait. On peut avoir des remontées acides, des palpitations, un petit peu de stress. Mais ce qu'on sait moins aussi, c'est que le café a un impact sur l'environnement. C'est le 6e produit à l'origine de la déforestation. Ça consomme beaucoup d'eau, plus que la viande rouge qui est déjà extrêmement médiatisée. Et puis en plus de ça, les scientifiques ils parlent d'une diminution par 2 de la production mondiale d'ici 2050. Donc on est face à un véritable problème de fond. Il y a un manque de disponibilité dans le café. Ça va coûter de plus en plus cher, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est déjà le cas, plus de 40% en 1 an. Sauf que le café, on le sait tous, c'est hyper important dans notre quotidien. Donc on s'est dit, on ne peut pas ne plus avoir de café. Il y a des problèmes santé, environnement, il faut créer une alternative. Alors, elle est à base de quoi? C'est pas du café, cette boisson Arsène, c'est quoi? C'est à base de lupin, ce qui a donné le nom de la marque Arsène, donc Arsène Lupin. Notre slogan, cambrioleur des saveurs. Nous, en fait, l'objectif, c'est de recréer l'expérience d'un café. On parle d'expérience, on est complémentaires. On utilise des plantes qui sont 100% françaises, qui poussent dans le Grand Ouest, donc Bretagne, Loire-Atlantique, et puis qui sont beaucoup plus douces pour votre corps, surtout. Donc, il y a du lupin, il y a quoi d'autre? Il y a du pois chiche et de la chicorée. Ok, et alors comment? Parce que c'est itératif quand on crée une boisson. Vous l'avez goûté souvent? Tous les copains ont participé, c'est ça? Ah non, mais oui, nous, on est ingénieur agroalimentaire. Donc, on a fait vraiment un process d'expérimentation. On a testé toutes les matières premières françaises possibles, imaginables, le riz, les pâtes, le sarrasin, enfin bref. Et après, des centaines de tests avec nos copains, mais aussi des personnes extérieures pour faire le produit le plus gourmand possible. Et alors, l'objectif, c'était de trouver un goût qui soit le plus proche possible de celui du café, quand même. C'est vers ça que vous tendiez? C'est exactement vers ça. En fait, le constat, c'est de se dire que les gens arrêtent de boire du café, pas parce qu'ils n'aiment pas, mais parce qu'ils ont des soucis de santé. Donc, quand on crée une alternative, on va chercher
à retrouver l'expérience du consommateur vers ce qu'il aime. D'accord. Et donc, alors, le point de départ, on fait une alternative au café, on trouve les produits, on trouve le goût. Ensuite, évidemment, quand on crée une start-up aujourd'hui, on cherche à limiter son impact carbone, son impact en eau, etc. Comment vous avez fait ça? Bah, tout à fait. En fait, c'est l'ADN d'Arsène de faire un produit qui soit éco-responsable. Mmh. Donc, dans le choix de nos matières premières, on s'est sourcé sur des choses qui sont 100% françaises. C'est des légumineuses. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais les légumineuses sont hyper positives pour le sol. Mmh. Elles ont l'intérêt de revaloriser donc justement les sols en les enrichissant en azote. Et donc, ça consomme très peu d'eau notamment. D'accord. Et donc, vous êtes ici parce que faites partie des lauréats et lauréates du concours Move with Manutan. Alors, ça vous donne un peu d'exposition médiatique, hein, déjà. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Bah, le groupe Manutan, hein, c'est un groupe que la renommée n'est plus à faire et Ouais. surtout son expertise. Ce programme d'1 an nous permet vraiment d'avoir accès aux meilleurs professionnels de chaque secteur d'activité. Ouais. Il nous accompagne d'un point de vue très opérationnel. Nous, on est une jeune entreprise, on n'a pas encore toutes les ressources pour Ouais. avoir tous les experts sur tous les secteurs. Et le groupe nous permet de mettre à disposition leurs employés pour nous accompagner sur ces différents. Ça a déjà commencé ou c'est trop Ça a tôt? commencé, oui, depuis 2 mois déjà. Alors, avec qui? Donc, c'est du mentorat, en quelque sorte, C'est hein? clairement du mentorat, ouais, Ouais. ouais. Et puis sur différents sujets, à la fois sur notre e-commerce, sur la partie juridique, ils vont Mmh. nous accompagner sur notre levée de fonds. Bon, très bien, ça fait des belles perspectives. Et justement, ce marché des alternatives au café, comment vous le voyez évoluer? C'est un marché qui est en pleine émergence. Aujourd'hui, on est vraiment au démarrage. Nous, on le voit un petit peu comme le marché des viandes végétales ou du lait végétal, qui il y a Mmh. 10 ans était très peu connu, mais aujourd'hui, c'est une évidence. Il représente déjà 10% du marché du café mondial. C'est 13 milliards d'euros dans le monde. Ouais. Donc, il y a un véritable potentiel de croissance. Aujourd'hui, très peu de marques sont positionnées sur ce créneau d'activité. Donc, il y a tout à faire et plein de place à prendre. Tiens, en vous écoutant, viande végétale, lait végétal, sauf que, est-ce que vous avez le droit de dire café? Non. Pour l'instant, on a le droit de dire café. Ouais. Nous, c'est pas ce qu'on utilise, mais on parle vraiment d'alternative au café Ouais. et on se positionne comme quelque chose de complémentaire. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Maïane Dautré. Et bon vent à Arsène. Je vous dis à très bientôt sur notre antenne. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite. Salut.